Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel apéro. Alors, je vais être très court pour faire un petit moment de présentation. D'abord, bienvenue à la quinzaine de personnes qui n'ont encore jamais participé à une activité de CG. Je ne vais pas trop m'étendre sur qui est CG, juste dire que donc on est une association d'éducation permanente. Ça fait 50 ans que CG lutte pour dénoncer la reproduction des inégalités sociales en inégalités scolaires. Donc, si vous êtes intéressé par CG après notre présentation, il est possible d'aller à un stand où vous retrouverez toute une série de productions publiées par CG. Donc, les apéros éducation sont organisés 5 fois l'an. Et donc, ce soir, c'est une mise en débat autour des pédagogies explicites. Et donc, nous avons 3 interventions. Une intervention de Jacques Cornet qui amènera un petit peu le cadre de cette soirée. Et ensuite, nous aurons 2 interventions de Benoît Jadin et de Miguel Loreda qui nous proposeront des récits pratiques. Donc voilà. Jacques, je te passe tout de suite la parole. Merci. Et donc, pédagogie explicite, c'est une AOP, donc c'est au singulier dans ce cas-ci, même si dans le trace, c'est au pluriel, parce que pour ces diffuseurs, il n'y a qu'une seule pédagogie explicite, et qui se lie à l'EBE, c'est-à-dire Education Based... Evidence-Based Education. Pédagogie active, j'en parlerai peu, et socioconstructivisme, j'essaierai d'en parler un peu plus. Alors, de quoi... Oui, signaler d'abord que cette présentation est en gros le résumé d'une série d'articles qui sont parus dans le Trace 260 que vous pouvez voir dans le même stand et que vous pouvez acheter dans ce même stand. Alors, rapidement, le programme de ce que je vais vous raconter en essayant de tenir en 25 minutes. Les finalités, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que CG veut, qu'est-ce que la pédagogie explicite veut, quelles sont nos finalités. Qu'est-ce que l'enseignement explicite, pour quand même rapidement présenter ce que c'est. La gestion explicite des comportements, je n'en parlerai pas, je n'aurai pas le temps ce soir. Preuve à l'appui, je n'en parlerai pas non plus, tout ça se trouve dans le trace. Je parlerai un petit peu des 2 courants, empirisme et constructivisme, et en quoi CG se revendique d'un et que CG considère que la pédagogie explicite se situe dans l'autre courant, le courant empiriste. Également, une certaine opposition entre CG et la pédagogie explicite concernant les rapports au savoir et la politique. Et également, 2 conceptions de professionnalité, 2 conceptions du métier qui s'opposent. Je terminerai par ce que nous estimons être des pédagogies émancipatrices à CG. Et je ne parlerai pas non plus de défis, ça se trouve aussi dans le trace. Alors les finalités, pourquoi parler de la pédagogie explicite alors que nous ne souhaitons pas en faire la diffusion? Pourquoi en parler? Que veut la pédagogie explicite? Que veut CG? Que veulent les pédagogies actives? Alors, pourquoi parler de la pédagogie explicite? C'est parce que derrière la pédagogie explicite, il y a pour nous, de notre point de vue, un projet hégémonique qui veut tout contrôler, tout mettre en place, et ça se situe dans un courant néolibéral qui s'impose depuis déjà pas mal d'années, en voulant mettre en place le nouveau management public. C'est quoi rapidement le nouveau management public? C'est l'idée que l'État-providence a fait son temps, que l'État-providence a entraîné des déficits budgétaires, que c'est du gaspillage, et qu'il est temps de mener des politiques dont le coût dont le rapport coût et effet positif sont meilleurs que l'État-providence. Et donc, on a un nouvel État qui veut lancer des projets qui ont un bon rapport coût-effet positif. Et donc, pour ça, ils font appel
à l'evidence-based policy, c'est-à-dire à des politiques qui, elles, s'appuient sur des recherches historiques, des recherches scientifiques, qui prouvent que ces réformes sont bonnes et qu'elles ne coûtent pas trop cher. Et donc, il y a là une alliance entre chercheurs et décideurs, les uns trouvant chacun de l'intérêt au travail de l'autre. Il y a cette alliance. Les chercheurs trouvent plus d'argent parce que les décideurs sont prêts à leur en donner plus, et les décideurs sont contents d'avoir des idées de réforme qui vont être efficaces. Et donc, c'est principalement, dans un premier temps, l'hégémonie du projet qui nous gêne et le cortège de choses qui vont avec, comme le pilotage par les résultats, etc. Et donc, de cette manière-là, ce courant-là, la pédagogie explicite, nous oblige, nous, CGE, à remettre en question nos convictions et nous appelle à expliciter, c'est le cas de le dire, à expliciter nos options, ce que nous voulons. Donc, rappelons, la pédagogie explicite poursuit l'efficacité et l'équité des apprentissages, ce qui est commun à CGE. À CGE aussi, nous souhaitons améliorer la réussite des enfants de milieu populaire, mais nous avons un deuxième objectif que la pédagogie explicite n'a pas, à savoir l'émancipation de tous, c'est-à-dire contribuer à l'émancipation, à l'empowerment, c'est-à-dire contribuer à la formation de citoyens plus libres, critiques, etc. La pédagogie explicite affirme et prouve scientifiquement que seule la pédagogie explicite apporte efficacité, d'une part, équité et efficience. Alors, ça nous oblige à nous resituer. Donc, CG poursuit à la fois une meilleure réussite des enfants de milieu populaire et à la fois l'émancipation de tous. Ça veut dire que nous ne défendons pas nécessairement la pédagogie active. Les pédagogies actives, en effet, dans l'évolution des courants pédagogiques, on s'est retrouvé, comme les autres mouvements pédagogiques, comme étant des gens qui défendent les pédagogies actives. Mais ce n'est pas les pédagogies actives qui comptent, c'est le résultat en termes de réussite des milieux populaires et d'émancipation de tous. Donc nous cherchons plutôt quelles pédagogies vont nous permettre de poursuivre les deux finalités. La pédagogie explicite considère que les échecs des milieux populaires sont le seul produit de pédagogie inefficace. Donc si les milieux populaires échouent, c'est pour des raisons de pédagogie, rien que de pédagogie. Les pédagogies explicites ne contestent pas l'ordre scolaire et social, tandis que CGE considère qu'une école inégale n'est rien d'autre que le produit d'une société inégale et que l'un produit et reproduit l'autre. Et le projet de CGE n'est pas seulement pédagogique, il est également politique. Nous voulons changer l'école pour changer la société. Pour la pédagogie explicite, la pédagogie est un acte technique, tandis que pour nous, la pédagogie est un acte technique et politique. La pédagogie explicite est une pédagogie qui veut intégrer les jeunes en leur transmettant une série de savoirs, mais le but est bien de les intégrer dans la société telle qu'elle existe, sans réflexion critique sur cette société. Tandis qu'à CG, nous avons la volonté de développer une pédagogie critique et transformatrice grâce, c'est notre conviction, j'y reviendrai après, au socioconstructivisme. Alors, rapidement, dire ce qu'est l'enseignement explicite. Rappelez que la pédagogie explicite comprend donc deux ailes, deux rames pour avancer. L'enseignement explicite, c'est-à-dire une manière d'enseigner, et la gestion explicite des comportements, c'est-à-dire une manière de gérer la classe. Je ne parlerai pas de cette manière de gérer la classe aujourd'hui, même s'il y a de quoi s'étonner de cette forme d'éducation canine. Alors, depuis Bernstein, c'est 1970, depuis Bernstein et la pédagogie invisible, jusqu'à Eskol, qui commence aussi dans les années 80 et qui continue à travailler aujourd'hui, et la nécessité d'expliciter, c'est la même critique depuis donc 50 ans, la même critique des pédagogies actives, et il s'agit pour nous d'entendre, en effet, cette critique de la nécessité d'expliciter, je vais y revenir aussi. Alors, la pédagogie explicite, c'est bien une AOC, c'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement, il s'agit de suivre exactement ce qui est présenté. Il s'agit de respecter la méthode et ses étapes. Les enseignants et le savoir sont au centre du travail, contrairement aux pédagogies actives qui disaient qu'il s'agissait de mettre l'enfant au centre. Ici, ce sont bien les enseignants et le savoir qui sont au centre.
Et la pédagogie explicite va insister beaucoup pour aller du simple au complexe. Et Steve Bissonnette dira qu'il faut que les élèves apprennent à faire leur gamme avant de composer. Je crois qu'il y a quelques didacticiens de la musique qui ne sont pas d'accord avec cette explication. Alors, les étapes maintenant. Quelles sont les étapes à suivre pour faire du véritable enseignement explicite? Première étape, c'est préparer la leçon. Ça, c'est pas très original. Et préparer la leçon consiste à prévoir les résultats d'apprentissage, on pourrait dire les objectifs, pédagogie par objectif, plus l'épreuve, savoir comment on va pouvoir voir par la suite comment les objectifs sont atteints, et enfin les interactions nécessaires avec les élèves pour arriver à vérifier que les apprentissages, d'abord à construire les apprentissages et à vérifier qu'ils sont atteints. Deuxième étape, au début de la leçon, il s'agit d'annoncer aux élèves les objectifs poursuivis par la leçon. Troisième étape, le modelage, c'est l'enseignant qui va faire devant les élèves, qui va démontrer, expliquer, faire une démonstration devant les élèves, en veillant à bien parler, à bien penser à voix haute, c'est-à-dire à verbaliser, cette question est très importante, de bien verbaliser ce qu'il fait. Ensuite, pratique guidée, c'est toute la classe qui fait, entre guillemets, ensemble, et il s'agit aussi de parler de ce qu'on fait, donc l'importance du dialogue réflexif, dialogue socio-cognitif. Ensuite, la pratique autonome, c'est l'élève qui va faire seul, et à nouveau, l'enseignant va veiller à avoir un dialogue réflexif avec chacun, et surtout avec les élèves en difficulté, pour s'assurer de la bonne compréhension des élèves. Et enfin, sixième point, c'est la consolidation des apprentissages. Voilà, ça c'est une méthode brevetée et il s'agit de suivre ça exactement. Gestion explicite des comportements, je vous ai dit, je n'ai pas le temps de le présenter. Preuve à l'appui, non plus. Il s'agit ici de critiquer la démonstration scientifique, ça mériterait, mais donc si ça vous intéresse de voir en quoi on peut réfuter l'argument scientifique, je vous invite à aller vous procurer le trace numéro 260. Alors, empirisme et constructivisme, voilà deux courants assez clairs, assez distincts on va dire, de l'épistémologie ou de la philosophie des sciences. Alors, c'est intéressant de voir que la pédagogie explicite, pour montrer la qualité de leur travail, disent bien qu'ils n'ont pas inventé l'enseignement explicite. Ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont découvert, disent-ils. Ils l'ont découvert dans les classes. Donc tout au début, ces personnes qui ont créé cela sont décédées aujourd'hui, donc ce ne sont pas les défenseurs d'aujourd'hui. Les défenseurs d'aujourd'hui rappellent que des chercheurs aux États-Unis, en circulant dans les classes, ont repéré les gestes enseignants qui marchaient, et c'est à partir de ce qu'ils ont découvert qu'ils vont construire la pédagogie explicite et la prouver statistiquement. Mais donc on est bien dans une philosophie des sciences qui dit qu'on va de découverte en découverte. Et c'est de découverte en découverte que la science s'enrichit. Ça signifie aussi qu'on a un accès direct au réel. On observe et on découvre, comme Newton qui ramasse la pomme sur la figure, il découvre la loi de la gravité. On est dans un tout autre registre avec le constructivisme. Je rappelle rapidement une anecdote racontée par Boris Cyrulnik, qui dit que pour constater l'interdit de l'inceste chez les goélands, observer ne sert à rien. On ne va jamais découvrir l'interdit de l'inceste chez les goélands. Il faut en faire l'hypothèse contre le sens commun. Hein. Il faut en faire l'hypothèse contre le sens commun. Il faut trouver les moyens, baguer, etc., pour à la fin vérifier qu'en effet, les goélands respectent l'interdit de l'inceste. Et donc, à travers cette anecdote, Cyrulnik veut montrer, il n'est pas le seul évidemment, que toute représentation est une construction, que nous n'avons pas un accès direct au réel, qu'on construit des hypothèses, et que ces hypothèses sont en général construites contre ou bien le sens commun, ou bien une découverte précédente, exemple le géocentrisme qui fait rupture avec ce qui précède, ou la relativité qui fait rupture avec ce qui précède, et qui chaque fois est constituée de la levée d'un obstacle épistémologique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une cohérence entre le constructivisme en sciences et le constructivisme pédagogique. On va considérer que l'enfant, comme l'humanité, hein, l'histoire de l'enfant et l'histoire de l'humanité se rejoignent.
L'enfant va devoir passer par les étapes de l'humanité et il va apprendre, non pas de découverte en découverte, mais il va apprendre de déreconstruction en déreconstruction. Et évidemment, en cohérence aussi du côté de l'empirisme, l'enfant va non pas déreconstruire, mais l'enfant va accumuler progressivement des connaissances qui lui sont transmises. Et si l'enseignant ne transmet pas les connaissances pour la pédagogie explicite, c'est qu'il les fait découvrir. Quand les théoriciens de la pédagogie explicite veulent comparer des méthodes, ils comparent la pédagogie explicite et ce qu'ils appellent les pédagogies de la découverte, ce qui montre bien qu'ils restent dans une logique empiriste. Et contrairement à ceux qui le croient, à mon avis, ils ne comprennent pas bien ce qu'est le socioconstructivisme. Pour eux, la pédagogie de la découverte, c'est du socioconstructivisme. Pour nous, pas. Et transmettre ou faire découvrir, ça revient au même. C'est transmettre des vérités scientifiques ou faire découvrir des vérités scientifiques, ça reste un rapport de soumission au savoir. Et là, en soi, c'est bien politique. Tandis que, du côté des socioconstructivistes, le dispositif d'apprentissage va essayer d'identifier un ou deux obstacles épistémologiques nécessaires à surmonter pour que les élèves reconstruisent leur représentation et avancent dans leurs connaissances. C'est donc bien le tâtonnement expérimental, c'est faire des hypothèses, j'aime beaucoup cette expression, on va chipoter, faire des hypothèses et favoriser un rapport de maîtrise coopérative au savoir. Et à nouveau, c'est politique. Donc on voit que ces deux conceptions, à la fois de la science et de la pédagogie, sont bien politiques et pas strictement pédagogiques. Rapport au savoir et politique de nouveau, c'est toujours ce lien au politique qui nous différencie de l'enseignement explicite. Qu'est-ce que c'est le rapport au savoir? Le rapport au savoir, ce sont des stratégies de construction de soi en situation de confrontation à un savoir nouveau. Je reprends une définition classique. Donc ça veut dire que le rapport au savoir, c'est quelque chose de dynamique. On n'hérite pas du rapport au savoir de ses parents et qu'on le garde toute sa vie. Non, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on est placé devant des situations d'apprentissage nouvelles, on va progressivement construire un type de rapport au savoir, un type de rapport à l'apprentissage. Et donc, c'est ça qui est important. Je vais y venir par un exemple. Exemple, l'accord du participe passé. Qu'est-ce qu'on apprend implicitement selon la manière dont on apprend l'accord du participe passé? Si on l'apprend par modelage, pratique guidée, pratique autonome, on va apprendre certaines choses, et si on l'apprend par situation-problème de construction des règles d'usage, on va apprendre en partie la même chose et en partie d'autres choses. Dans les deux cas, on va apprendre la règle et l'application de la règle, et peut-être qu'on pourrait dire que la pédagogie explicite serait plus efficace, en tout cas à court terme, pour l'évaluation, pour l'interro qui va suivre la leçon. Il est possible qu'en effet, la pédagogie explicite soit plus efficace et plus équitable. À court terme, sans doute. À long terme, c'est pas sûr. Mais ce qui est plus important dans ce que je voudrais dire ici, c'est que, en l'apprenant par la pédagogie explicite, on entre dans une posture qui risque d'être durable. On fait entrer durablement dans une posture de soumission, soumission aux normes, soumission aux maîtres qui disent ce qu'il faut faire, soumission aux règles, soumission à la langue, soumission au savoir en général. Et la langue, à ce moment-là, si on parle de conscience disciplinaire, la conscience disciplinaire de faire du français, c'est quoi? Faire du français, c'est apprendre à respecter des règles et à ne pas faire de fautes. Tandis que si on l'apprend par situation-problème, on peut espérer qu'on installe durablement une posture de chercheur coopératif, un chercheur qui va faire des hypothèses et qui va aussi apprendre par là la relativité et le sens de la règle. La langue, à ce moment-là, conscience disciplinaire, faire du français, c'est étudier la langue et c'est bien plus passionnant que de respecter les règles. Et remarque évidemment, à condition que durant la recherche, on veille à travailler l'explicitation, les critiques de la pédagogie invisible restent valables. Et donc, rappelons qu'il est impossible d'instruire sans éduquer en même temps, c'est-à-dire sans vivre certaines valeurs, et sans socialiser, c'est-à-dire sans mettre en place des rapports sociaux au sein de la classe et au sein de l'école. L'école est bien une institution, avec une série de règles, de fonctionnement, de rapports institués,
une institution qui est en lien avec les autres institutions de la société et qui va soit renforcer, soit déforcer les rapports sociaux dominants dans les autres institutions. Et donc la pédagogie explicite fait comme s'il n'y avait pas de rapports sociaux, pas de choix idéologique en pédagogie et dans les savoirs, pas de prise en compte des dimensions subjectives, la singularité de chaque sujet. Chaque sujet est égal aux autres face à l'apprentissage qui va être mis en place par la méthode et ses étapes, et non plus pas de prise en compte des dimensions politiques des collectifs. Et si on prend l'enseignement explicite, il y a une série de choses qu'on ne va pas pouvoir enseigner parce que seul compte l'explicite, l'évaluable et le quantifiable. On pourrait dire, comme Saint-Exupéry, que l'essentiel est invisible pour les expérimentalistes. Et donc, par exemple, à travers l'enseignement explicite, comment va-t-on développer la curiosité, l'esprit de recherche, la divergence, l'impertinence, l'esprit critique, la décentration, l'incertitude, la gestion de l'incertitude, la prise en compte de la complexité, etc., etc. Et dans la gestion explicite des comportements, comment est-ce qu'on va pouvoir développer la sincérité, la générosité, l'audace, la capacité de médiation, la capacité de coopération, l'humour. Vous imaginez bien que pédagogie explicite, le deuxième sens, le double sens, ça ne va pas, évidemment. La courtoisie, l'amabilité, etc. Alors, aussi deux types de professions en lien avec la recherche et la formation. Il y a deux grands types de recherche. Les recherches qui veulent prescrire les bons gestes professionnels, c'est le cas de l'EBE et de la pédagogie explicite. Et puis il y a des recherches qui veulent simplement analyser, documenter les pratiques sans les prescrire. C'est le cas par exemple des SCOL. Alors, le problème, c'est l'état de la profession aujourd'hui. La rancœur par rapport aux différentes réformes, par rapport à l'histoire plus ou moins récente de l'enseignement, le burn-out, la pénurie, la désorientation des enseignants par rapport à cette évolution et à ce qui se passe, les réactions au pacte le montrent. L'hypothèse que je fais ici, c'est que, et ce n'est pas seulement en Belgique, c'est pratiquement dans tous les pays occidentaux, l'hypothèse c'est une perte de sens qui est due aux injonctions paradoxales qui sont faites aux enseignants. Et donc, ces injonctions paradoxales, je ne vais pas les développer de nouveau, on manque de temps, mais rapidement, on demande aux enseignants à la fois de faire réussir le plus grand nombre, mais aussi de sélectionner pour que les meilleurs puissent aller plus haut. On demande à la fois de faire des élèves des citoyens critiques, des travailleurs capables de s'intégrer et des personnes épanouies. Et on demande à l'école à la fois de préparer la société telle qu'elle existe, et d'autre part, étant donné les catastrophes qui nous arrivent, à la fois à guérir la société, à transformer la société. Toutes ces injonctions paradoxales vont désorienter, c'est notre hypothèse, désorienter les enseignants, et donc du coup, à quoi sont encore prêts les enseignants? Eh bien, première réponse, les enseignants ne sont plus prêts à rien. Ils sont complètement prolétarisés, ils n'en ont plus rien à foutre, et ils attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, bien sûr que la pédagogie explicite est la solution. Mais il y a là un renoncement éthique, même s'il y a sans doute une part de vérité dans cette désorientation et cette rancœur vécue par les enseignants aujourd'hui. Nous ne voulons évidemment pas aller dans ce sens-là. Il nous semble que les enseignants sont encore et toujours prêts à exercer leur métier avec engagement, compétence et intelligence, évidemment, pourvu qu'on leur permette et pourvu qu'on leur en donne les moyens. Donc, les recherches non prescriptives du type ESCOL et d'autres, à ce moment-là, vont pouvoir les y aider. Ils n'ont pas besoin qu'on leur prescrive les gestes à avoir face aux élèves. Et si on prend le décret mission, avec la troisième mission, la citoyenneté et l'émancipation égale de tous, le référentiel du pacte, exercice d'une citoyenneté émancipée, critique, créative et solidaire des générations actuelles et futures, ça c'est la première finalité au début de tous les référentiels du pacte qui sont sortis il y a seulement un an ou deux. Et dans le décret RFIE qui sort maintenant, on demande aux enseignants d'agir comme acteurs sociaux et culturels au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, pas seulement dans leur reproduction. Et donc, à travers tous ces objectifs déclarés par notre pouvoir politique, on ne peut pas imaginer que la pédagogie explicite pourrait aider à faire évoluer l'école dans ce sens. Alors, rapidement, ce sera la dernière dia. Les pédagogies émancipatrices, qu'est-ce que nous entendons par là? Eh bien, CG essaye en tout cas de s'appuyer sur deux choses. Le très riche patrimoine de tous les mouvements pédagogiques,
Freinet, pédagogie institutionnelle, GFN, Groupe français d'éducation nouvelle, etc. Plus les recherches en éducation, les recherches actuelles, et avec la volonté de remettre en question le patrimoine par les recherches et les recherches par le patrimoine. Et cela à travers l'expérimentation. Alors, 3 grandes convictions au départ des pédagogies émancipatrices. Le tous capable, pari sur l'éducabilité de tous, et volonté de travailler au commun plutôt que de valoriser les différences. Je devrais pouvoir me justifier là-dessus, mais j'insiste, par exemple, les intelligences multiples, on ne rentre pas là-dedans, etc. Ça demanderait bien sûr d'être justifié. On veut travailler au commun plutôt que valoriser les différences. Deuxième chose, le dispositif. Le dispositif est pour nous fondamental, c'est-à-dire arriver dans les apprentissages à faire vivre une manière d'être et de travailler ensemble qui fait évoluer les rapports au savoir et les rapports au monde. On rejoint le politique dont j'ai déjà parlé. Enfin, le doute, de systématiquement avoir une réflexivité critique par rapport à la dernière leçon qu'on a donnée, cultiver l'insatisfaction créative, multiplier les recherches pour continuer à progresser, mais évidemment, quand même de temps en temps, se reposer en étant satisfait de dispositifs qu'on va piquer à gauche et à droite. On ne peut pas toujours créer, ce serait trop fatigant. Principe, quatre grands principes pour les pédagogies émancipatrices que nous défendons. Premièrement, reconnaissance et exigence. Il s'agit à la fois de reconnaître chaque sujet, de reconnaître la subjectivité et l'histoire personnelle de chacun. Ça veut dire de dire à chacun « je t'aime comme tu es », et en même temps, exiger qu'il change, faire qu'il devienne, exiger qu'il devienne auteur des savoirs qui sont travaillés dans la classe. Deuxième grand principe, le singulier et le collectif. Comment articuler le singulier et le collectif? Je crois que c'est aujourd'hui un des grands défis de l'enseignement, avec l'individualisation progressive à travers, par exemple, les aménagements raisonnables, etc. Et donc, comment articuler le singulier et le collectif? Comment organiser, comment imposer, c'est une contrainte, comment imposer à la classe une organisation collective et en même temps la coproduire avec les élèves pour que chacun puisse être sujet et auteur collectif, que à la fois les 3 dimensions soient cultivées et développées. Troisième grand principe, implication et explicitation. Ben, évidemment que à travers les pédagogies actives que nous avons pratiquées, il est important pour nous qu'on appelle à s'impliquer dans la classe, que soit développé le plaisir à faire, le plaisir à chercher, le plaisir à créer, mais en même temps, avec la même exigence, la même force et le même temps dans la classe, exiger la décentration, le recul réflexif, expliciter ce qu'on est en train de faire, comment on le fait et pourquoi on le fait. Enfin, dernier grand principe, sens et malentendu. Il s'agit bien sûr d'offriger le sens dans ces 3 acceptions, à savoir la signification, l'orientation et la valeur de ce qu'on fait. Donc de privilégier le sens et de tout faire pour que le sens apparaisse aux élèves, donc d'expliciter au maximum aussi, pas seulement avant, mais tout le temps, d'expliciter en sachant qu'on ne pourra jamais empêcher que des malentendus surgissent et que ce qui est intéressant, c'est justement aussi de travailler les malentendus. C'est peut-être même le plus intéressant. Enfin, la pédagogie explicite, j'allais dire expérimentale, pédagogie explicite, je rappelle 3 grands principes de cette pédagogie explicite qui me semblent que l'on peut prendre en compte, à savoir l'importance de l'explicitation et du dialogue réflexif, à condition que ça ne nous enferme pas dans une série d'étapes à suivre aveuglément. Deuxième principe à reconnaître, pédagogie émancipatrice, c'est la question de la progressivité et de la consolidation des apprentissages, mais de nouveau, à condition que ça ne nous empêche pas de prendre en compte la complexité. Et enfin, l'importance de l'organisation collective de l'école, de faire que tous les enseignants aient le même rapport à l'autorité, ou en tout cas le plus proche possible, rapport à l'autorité, aux règles, aux sanctions, etc., que l'organisation de la gestion de la classe et de l'école soit partagée par les enseignants. La gestion explicite des comportements insiste beaucoup là-dessus, et je crois à raison. Donc ces 3 grands principes, nous pouvons les prendre en compte, nous en servir et les intégrer à nos pratiques. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Voilà, merci Jacques pour cette première partie de notre débat de ce soir. Et maintenant, je donne la parole à Benoît Jadin. Et donc, on aborde des récits pratiques. On vous a parlé du Trace 260 qui vient de sortir. Mais j'ai lu dimanche et j'ai passé un bon dimanche. Voilà, et je vais moi être très léger, puisque je vais vous parler d'histoire. Et tout le monde aime les histoires. Et deux contextes d'histoire. J'espère que vous m'entendez, parce que comme je suis un peu malade, moi ça résonne, et donc je ne sais pas très bien. Je m'entends moi très fort, mais voilà. Premier contexte, qui est un contexte de pure pédagogie explicite, c'est la méthode de Singapour, qui est très connue dans les milieux pédagogiques, parce que notamment il y a des résultats qui sont très satisfaisants du côté des études PISA, donc des études internationales. Et j'ai repris ici un exemple qui est tiré d'un manuel de Monica Nagua, qui est quand même une docteure en mathématiques, qui a enseigné dans une université à Washington, université jésuite. Et là, elle défend les principes de la méthode de Singapour. Méthode de Singapour qui, selon elle, aide à développer le sens des concepts qu'ils apprennent, que les enfants apprennent, mais la résolution de problèmes au cœur de l'apprentissage, par toujours des situations concrètes, prend le temps d'approfondir un sujet à la fois, ce qu'ils appellent l'enseignement massé. Donc on ne traite pas de tous les sujets en même temps, on ne passe pas d'un sujet à l'autre, non, on traite un sujet donné sur un certain temps. Elle insiste, Monica, sur la verbalisation des professeurs et des enfants. La méthode introduit les 4 opérations dès le CP, c'est-à-dire la première primaire. Elle insiste sur la présentation multiple de tout concept enseigné. Elle présente un programme bien construit et logiquement séquencé. Donc les intentions, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pouvez y dire? Vous dites, oui, on fait ça aussi certainement. Alors j'ai voulu essayer de le voir au travers des histoires mathématiques. Et donc je suis allé voir ce qu'on demandait en CP. Voilà, donc toujours année première primaire. Le premier type d'histoire, c'est sur les nombres. Et vous voyez un dessin, il y a 6 enfants. Un enfant porte des lunettes, 5 enfants ne portent pas de lunettes. Et vous voyez, il y a un tout avec une boule de 6, et puis ça fait 2 parties, une boule de 1, une boule de 5. Et puis une autre histoire, 3 enfants à partir de la même situation, 3 enfants sont des filles, 3 enfants sont des garçons, il y a un tout, et puis il y a une partie 3, une partie 3. Après, invente 2 histoires avec les 6 enfants, en présentant les boules. Et puis, oui, j'étais un peu trop vite là, invente 2 histoires pour chaque image. Voilà, il y a une série d'images, vous voyez, il y a des chats gris, des chats bruns, etc. Après coup, addition, un peu plus loin dans le manuel, ce sont des histoires à propos des additions. 4 oiseaux sont sur la branche, 2 oiseaux les rejoignent. 4 et 2 font 6. Il y a maintenant 6 oiseaux en tout. On utilise l'addition pour raconter cette histoire. Additionne 4 et 2, le résultat est 6. 4 plus 2 a la même valeur que 6. Plus est le signe de l'addition. On écrit la phrase mathématique, 4 plus 2 égale à 6. On la lit, 4 plus 2 égale 6. Voilà. On recommence, il y a une autre histoire. On est dans le modelage, comme Jacques vous en a parlé. On a une autre histoire avec, de nouveau, 4 et 4 et 8 enfants. Et puis, bien sûr, il faut inventer une histoire. D'abord, il fallait inventer une histoire avec les enfants qu'on avait déjà, et puis maintenant, on invente des histoires avec d'autres images et d'autres calculs. Vous voyez, une image, un calcul et des histoires à inventer. Et puis, rebelote, mais plus loin encore, parce qu'on est dans les soustractions. Et, de nouveau, il y a 8 personnes à l'arrêt du bus, 5 personnes montent dans le bus, 3 personnes restent à l'arrêt. Et puis voilà, on peut utiliser la soustraction pour raconter cette histoire. Soustraire 5 de 8, le résultat est 3, 8 moins 5, moins le signe de soustraction. On écrit la phrase mathématique 8 moins 5 égale à 3, et ainsi de suite. Une autre histoire, et puis, à nouveau, il faut inventer des histoires. Voilà, il y a une image, 6 moins 4 égale à 2, une autre image, 2 moins 2 est égal à 0, une autre image, et ainsi de suite. Et même après, on invente 3 histoires. Alors, rebelote, une 4e fois, avec la multiplication.
Il y a 4 groupes égaux, il y a 3 ballons dans chaque groupe. 4 groupes de 3 font 12, il y a 12 ballons en tout. Fois est le signe de la multiplication, il sert à réunir des groupes égaux. 4 fois 3 égale 12, multiplie 4 et 3, le résultat est 12. 4 fois 3 a la même valeur que 12. On écrit la phrase mathématique, 4 fois 3 égale 12. On la lit, 4 fois 3 égale 12. Et ainsi de suite. Alors il y a des œufs, des tomates et des poissons rouges, mais on ne mange que les 2 premiers. Un deuxième contexte qui est tiré d'un livre d'Anne Chevalier, qui a été publié par CGE, et qui reprend une activité que principalement Martine de Tervoigne avait mis au point en classe de première, deuxième, que d'autres ont repris aussi, et parfois avec des élèves plus grands. Mais donc voilà, au départ, type d'activité chez Martine de Tervoigne, donc en première, deuxième verticale. 11 petits chiens sont nés chez le parrain de Sébastien. 6 sont déjà morts. Ouais, c'est triste, hein, mais... On ne peut pas épargner aux enfants la tristesse du monde. Et sur les 5 qui restent, Nicolas va en prendre un. Dessine la situation. Combien en reste-t-il? Écrit le calcul qui parle de l'histoire. Tandis qu'elle relit, l'enseignante demande aux enfants de fermer les yeux et de se faire un film dans leur tête, car il s'agit de dessiner avec des lunettes mathématiques pour arriver à schématiser l'histoire. Le temps de la production est court et l'institutrice se prête au jeu, tout comme les élèves. Toutes les productions sont présentées, y compris celle de l'institutrice en dernier lieu. À tous, toutes les productions sont présentées à tous, avec un commentaire succinct de l'institutrice, puis elles sont analysées et interrogées sur leur caractère mathématique et ou artistique. Les enfants sont ensuite invités à faire un second jet en piochant des bonnes idées vues ailleurs. Quand il a fini, l'élève montre son dessin à l'institutrice qui fait un bref commentaire. Et on en a repris un ici. En première épreuve, Anthony a dessiné 5 objets. Et c'est triste, j'ai dit. Et qui ressemblent à des pierres tombales. La première réflexion de l'enseignante devant la classe a été: est-ce que ton dessin parle de l'histoire? Ton dessin s'arrête où dans l'histoire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dessiné? En deuxième épreuve, c'est toujours le même Anthony, il a fait 2 colonnes de 3 barres, il a fait une colonne de 2 barres, et puis il a encore une colonne de 3 barres, et puis il a entouré les 2 premières colonnes de 3 barres, et il a entouré aussi, et il les a expédiées vers le fond, et puis il a entouré une barre là dans la dernière colonne, et il a expédié vers la gauche, et puis il a écrit un calcul là qui est 11 moins 6 moins 1 égale à 4. Alors d'un point de vue pédagogique, donc de la méthode de Singapour, que je rappelle, qui avait dans les intentions le sens, la résolution de problèmes, partir de situations concrètes, la représentation multiple de tout concept, et ainsi de suite. Mais dans les histoires que je vous ai montrées, où sont les problèmes? Je pose la question, mais je pense que la poser, c'est en même temps y répondre. Alors là, c'est quand même particulièrement paradoxal pour un enseignement explicite, de proposer des consignes aussi implicites. Parce que ça veut dire quoi, inventer une histoire? Je peux inventer n'importe quoi, dans n'importe quel sens à propos. Je veux dire, je vois des gosses et je peux partir dans n'importe quelle orientation et me retrouver sur la Lune comme à compter des nombres. Et donc, invente une histoire à partir d'un dessin ou d'une écriture symbolique. Pour moi, il n'y a rien de plus implicite que ça. Alors, quand on montre un dessin d'enfant ou d'oiseau, est-ce que ça s'appelle une situation concrète? Le calcul est plaqué, parce que là, je regrette, et donc j'ai lu aussi les conseils didactiques à côté, mais le calcul, il est plaqué, puisque c'est du modelage. Autrement dit, le calcul, là, il est plaqué, et donc, ça ôte à l'élève l'occasion d'associer une expression symbolique
à une situation concrète qui est un des grands enjeux quand même du calcul. De se dire un élève qui va commencer à pouvoir à dire, tiens, derrière cette situation-là, il y a peut-être 6 plus 2 égale à 8. Le type d'histoire, lui aussi, il est plaqué. Donc l'élève calque sa pensée sur les histoires que le manuel ou l'enseignant lui raconte. Et alors les histoires de nombres sont présentées distinctement. Dans ce qui est de l'expérience là, donc qui est à la fois du groupe d'enseignement mathématique et de CG, je parle de ça parce qu'il y a Martine Chevalier et puis il y a Martine de... Oui, et Anne Chevalier, Martine de Terroigne, et ainsi de suite. Donc il s'agit pour elle d'éclairer les mots, de comprendre un message. Il faut d'abord comprendre un message, traduire de façon évolutive l'histoire en dessin schématique, adopter des lunettes mathématiques pour passer d'objets concrets qui sont des chiens à des objets semi-abstraits qui sont des petites barres, et puis à une écriture symbolique. Ça, c'est un cheminement quand même très différent. Dans les histoires, je n'en ai montré qu'une, mais elles se mélangent dans la classe. Et il y a une histoire d'addition qui va suivre une histoire de multiplication, qui va précéder une histoire de soustraction. Les élèves doivent retrouver l'opération qui est sous-jacente. Et ils vont regrouper, ils vont faire des familles. Et ceux qui vont dire « Ah tiens, l'histoire des petits chiens, elle me fait penser à celle des bananes. » Parce qu'il y a aussi des histoires en lien avec on a apporté autant de bananes pour les gosses, etc., pour le 10 heures, des choses comme ça. Et donc ça, ce sont les gosses qui vont faire des liens entre les histoires et puis qui vont classer les histoires. Et donc il va y avoir des distinctions, des catégorisations. Alors bien sûr, parce que il faut en parler, c'est pas évident de gérer un dispositif comme celui-là. Parce qu'il faut être clair par rapport à ça. Il y a quand même une recherche épistémologique en amont et qui est quand même assez importante. Et il y a la gestion de l'activité des élèves, des synthèses et de la structuration. Voilà, mais le jeu en vaut certainement la chandelle, dans la mesure évidemment où le travail se fait au niveau de la flexibilité cognitive et qu'on ne renforce pas, Jacques l'a évoqué, un phénomène de demande de relation privilégiée de l'adulte, mais on met en tension l'individuel et le collectif et on amène à une capitalisation des savoirs en développant une pensée autonome de l'élève. Alors, le point de vue statistique, parce qu'évidemment, les épreuves externes internationales et les classements qui en découlent sont favorables à Singapour. Donc, c'est évidemment pour ça que c'est un temps de succès. Ça marche, la preuve. Les statistiques le disent. Alors, évidemment, ça, c'est le gros problème des statistiques en général, c'est qu'on montre des corrélations, pas des causalités. Mais qui dit que qui connaît la cause? Voilà. Il y a corrélation, d'accord, il y a peut-être de bons résultats des gens qui ont suivi la méthode de Singapour, et donc il y a des bons résultats, et il y a une réussite avérée. Mais qui dit que la cause est là? Et notamment, ici, j'avais mis la main sur un documentaire d'Arte qui disait que la méthode de Singapour, les résultats relevaient avant tout d'une sélection sur base de résultats scolaires, ce qui exacerbe la concurrence entre enfants et familles. Pour en faire les meilleurs, on soumet les élèves à des heures de drill intensifs après l'école, ayant pour conséquence un rythme de vie intensif et une pression les conduisant parfois à de graves situations de détresse psychologique. C'est une explication, mais c'est une explication comme une autre. Et en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit la méthode qui soit en lien direct. Si, il y a une corrélation, mais la cause n'est pas forcément cette méthode explicite. Autre problème statistique, c'est qu'une démarche constructiviste, comme on l'a reprise, elle n'a fait ses preuves que dans plusieurs classes avec des enseignants au courant des aspects méthodologiques, attentifs à un cadrage fort, pour ne pas tomber dans le piège du cadrage comme le décrit Bonnery, du cadrage faible et étroit, et généralement conscience des rapports au savoir et des risques de malentendu cognitif. Alors évidemment, cela échappe aussi aux statistiques qui, en plus d'être ignorantes aux causes, je viens de l'évoquer, le sont également aux intuitions liées à l'expérience et au savoir-faire des acteurs de terrain. Les statistiques ignorent l'expertise. Et ça, je ne vais pas reprendre tout ce débat-là sur l'evidence-based education, qui est lié aussi à l'evidence-based medicine et donc à l'EBE de façon plus générale.
Et il y a un troisième grande ignorance, et ces trois ignorances sont bien décrites dans le livre d'Hugues Drellans que j'ai cité plus haut. C'est une ignorance des singularités, voilà, parce que les résultats statistiques ne font état que de comportements moyens et sont loin d'éclairer les comportements individuels. Or, on sait que l'enseignement est quand même fait de particularités. Voilà, je ne pouvais m'empêcher quand même, indépendamment de statistiques et de pédagogie, de poser quand même la question de est-ce qu'on peut apprendre les mathématiques sans en faire? Y a-t-il des mathématiques sans recherche? Et quelle est la réelle place de la recherche dans un enseignement explicite? Voilà, je vous laisse répondre. Merci Benoît. Alors, troisième et dernière intervention. Donc, je passe la parole à Miguel, à nouveau pour un récit de pratique. Ça ne marche pas. Bon, ben voilà. Il y Premier aura souci technique. un écran bleu, oui. Ben, on va en rester là, hein, au niveau technique en tout cas. J'avais intitulé mon intervention « Je veux ton bien, je l'aurai » avec un point d'interrogation. Si le prof de maths nous a raconté deux petites histoires, je vais essayer d'en placer deux et peut-être même d'en mettre une troisième, avec la morale à la clé qui éclairera peut-être le titre que j'ai donné. Donc deux récits de classe liés à ma classe, qui ne sont pas du tout des récits modèles et qui, à mon avis, sont aussi bien critiquables du point de vue de la pédagogie explicite que du point de vue constructiviste. Si ça se trouve, je vis mes dernières minutes comme membre de CGE et que bientôt, voilà. La première situation, en plus, quand Jacques disait que Bissonnette évoquait les ancêtres de la pédagogie explicite, je vais parler justement de ma jeunesse et je me dis que je suis peut-être un ancêtre de la pédagogie explicite. Et donc mon propos, ce n'est pas du tout de casser du sucre ni de démontrer quoi que ce soit, c'est simplement d'amener une situation, une deuxième, les questions que ça soulève, et puis la complexité quand on essaye d'aller au-delà des discours et des yakas. Voilà, alors la première situation s'est produite dans une université où j'ai travaillé à un moment donné comme assistant chargé d'exercice. Le cadre, c'était accompagner des étudiants de première bac dans la maîtrise et le travail de la langue, mais au niveau universitaire. C'était déjà des mesures qui étaient mises en place là-bas, mais il y a déjà longtemps. Hein. Et donc on intervenait en sciences humaines parce qu'en tant que romaniste, on n'allait pas au-delà de ces compétences, de ces sections-là, pardon. Et on intervenait à plusieurs en même temps pour encadrer l'ensemble des étudiants. On négociait avec certains professeurs et certains assistants qui nous accueillaient le travail qu'il s'agissait de faire. Et notamment, par exemple, ici, c'était une situation liée à Sciences Po. On nous avait demandé de travailler le résumé de texte et de faire des résumés de textes que ces étudiants devaient lire et pour lesquels ils rencontraient des difficultés. Alors, donc, on était plusieurs à intervenir. On s'était mis d'accord sur le corpus de textes. Ce n'était pas nous qui le choisissions, c'était les assistants de la section elle-même qui les choisissaient. Et donc, chacun partait avec son petit groupe et voilà. Et donc, effectivement, avec une méthodologie qui est très proche de ce qui est décrit ici, notamment, hein, j'ai l'impression que c'est en tout cas l'ouvrage en Belgique qui a fait dans un premier temps référence. Je l'ai lu pour être sûr un petit peu du parallèle que j'établissais. C'est très proche de ce qu'ils décrivent comme la pratique guidée. Et avant, on avait construit toute une série de concepts liés à la typologie textuelle, etc., etc., etc. Et puis après, on allait vers le résumé en autonomie. Donc voilà. Tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'une étudiante m'interpelle,
que je n'avais pas, en me disant « mais vous ne faites pas la même chose ». Et on était étonnés dans la mesure où justement on travaillait sur les mêmes textes. Et puis il s'est agi que, en fait, ce qu'on faisait de différent, c'était le plan, puisqu'avant de faire le résumé, on faisait des plans. Et on le faisait avec eux, hein, donc tous ensemble, au fur et à mesure, et on lisait le texte ensemble, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, etc. etc. Et en fait, on arrivait à des plans très différents. Or, on avait travaillé ensemble, évidemment, tous ces assistants, pas nécessairement sur tous les textes, on avait toute une expérience déjà derrière nous, on s'était formés ensemble, on s'entraînait régulièrement ensemble, et donc on ne mettait pas au point nos plans. Et en même temps, c'est intéressant parce que vous allez voir que le problème, finalement, est plus intéressant que la réponse que nous, on apportait. Et donc, on a regardé, on s'est croisés dans les couloirs et on a regardé un petit peu ce qu'on faisait. Et aux surprises, aux étonnements, effectivement, ce n'étaient pas des petites différences qu'on pouvait expliquer, et ça, on était prêt à l'admettre, que la manière de voir de l'un n'est pas la manière de voir de l'autre. Là, il y avait quand même des choses où on se disait, non, si un étudiant nous avait soumis un plan comme ça, alors que c'était mon collègue qui l'avait fait, à la limite, je le refusais. Donc voilà, on a fait une grande réunion avec tous les assistants, y compris ceux qui n'intervenaient pas en Sciences Po. Et donc, on a commencé à comparer nos productions, puis on est retourné au texte, et en tout cas, on était tout à fait centré, centré sur les enseignants, puisque toute la réunion, on a passé à s'engueuler pour essayer de se mettre d'accord, chose qu'on n'a évidemment pas réussi à faire. Et voilà. Alors, la question, elle est là. Donc première anecdote, je vous avais dit, ce n'est pas une situation modèle. En tout cas, la phrase « expliquer, ça empêche de comprendre parce que ça dispense de chercher », je l'avais déjà rencontrée à CG parce que je commençais déjà à fréquenter le mouvement à ce moment-là, mais on se le prenait en pleine figure. Et on ne savait pas quoi en faire de cette histoire-là, puisque comment travailler avec une classe, si ce n'est en les aidant à faire ce plan. Et ici, c'est vraiment la coïncidence du fait qu'on a été plusieurs enseignants en même temps à travailler sur le même texte, et qu'il y a eu des étudiants, une étudiante d'abord, qui nous a dit « c'est pas du tout la même chose ». Donc première question, est-ce que le modelage, est-ce que la pratique guidée, est-ce que montrer comment on fait, est-ce que ça aide toujours ? Voir est-ce que ça aide parfois. La deuxième question, la construction de ce que nous élaborions avec eux, en fait, on le montrait peu comme étant une construction, puisqu'en fait, il y avait un rapport d'évidence à travers nos questions qui se voulaient très ouvertes. Hein. Donc, on avait quand même lu, c'est un service qui par la suite est devenu un service de didactique, etc., de français. Donc on était vigilant à ne pas induire des choses à travers nos questions, que ce ne soit pas des questions orientées qui auraient induit une structure déterminée. Enfin, ou en tout cas, on essayait d'être le plus vigilant possible. Mais le fait d'escamoter, comme on le faisait de bonne foi, la dimension construite du savoir qu'on leur proposait, est-ce que ça aidait et est-ce que ça aide comme on croit parfois qu'on le fait? La troisième question, c'est quel rapport au savoir induisons-nous en effaçant justement cette construction? La quatrième, c'est quel rapport à soi et quel rapport à l'autre on crée, comme disait Jacques, en induisant ce type de pratique, en court-circuitant d'autres chemins, un petit peu comme dans le récit de Benoît, où les différents enfants proposent différentes manières de modéliser un petit peu la situation qui leur a été présentée, avec tout le problème que ça soulève au niveau de l'animation, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on accompagne cette recherche et comment est-ce qu'on accompagne la comparaison. Mais donc, quel rapport à soi et quel rapport à l'autre on induit en court-circuitant cette dimension-là. Situation numéro 1. Situation numéro 2. Là, c'est beaucoup plus récent et ça porte donc sur un autre aspect qui est lié à la pédagogie explicite, je crois, et en partie que je partage aussi et en partie que j'essaye d'utiliser, c'est donc partir du simple et aller vers le complexe. Je ne m'oblige pas systématiquement à partir du complexe ou autre.
mais ça pose quand même problème. La situation est la suivante. Donc là, je travaille donc maintenant en promotion sociale en secondaire professionnel. Donc ce sont des jeunes qui ont arrêté l'école et qui reprennent leur scolarité secondaire professionnelle pour essayer d'avoir un diplôme. Et donc il s'agit de combler le cursus en très peu de temps. Donc le cours de français de secondaire supérieur, donc 4, 5, 6, 7 éventuellement, se fait en 100 heures. D'accord ? Donc le programme est réduit à sa plus simple expression. Donc il s'agit d'argumenter à l'oral, à l'écrit et de résumer. C'est tout. En même temps, ça permet à des gens qui ont une vie professionnelle, qui ont des enfants ou qui ont une vie familiale complexe, de reprendre des études et certains de réussir, d'avoir déjà un CESS, ce qui professionnellement ouvre des portes qu'ils ne peuvent pas ouvrir autrement, et puis par la suite aussi d'entamer des études et certains de réussir des études dans le supérieur. Le supérieur court le plus souvent, vous vous en doutez, mais avec des réussites à la clé. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, et donc avec des jeunes qui parfois sont en souffrance ou en tout cas ont été en souffrance avec l'école, il s'agit donc de travailler l'argumentation et donc c'est dans ce contexte-là que la situation arrive. Pour éviter de travailler systématiquement les textes que le prof choisit et pour éviter de travailler systématiquement des textes pour les cérébraliser, vous voyez, en faire des plans, en faire les résumés, ainsi de suite, produire des argumentations et autres, je leur lis des textes qui n'ont rien à voir avec cela, mais pour le plaisir de la lecture. Et donc je les invite eux aussi à apporter des textes, enfin en tout cas un texte chacun, pour le plaisir de la lecture, et on le lit et on le partage ensemble en classe. Le contexte est plus long que la situation, rassurez-vous. Il se trouve qu'à un moment donné, un étudiant, je les appelle étudiants même si ce sont des étudiants de secondaire, parce qu'ils ont 24, 25, 26 ans, m'envoie, parce qu'ils doivent me l'envoyer à l'avance simplement pour que je puisse les reproduire, pour que chacun reçoive aussi le texte de chacun, un texte d'Alain Soral. Alain Soral, si vous ne le savez pas, c'est donc un idéologue, un penseur qui est lié, ou en tout cas associé à l'extrême droite, et qui est assez populaire, notamment parmi les garçons des milieux populaires. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, dans les 2 écoles, ou 3 écoles, mais je n'ai pu entendre parler de cet auteur que dans mes 2 dernières écoles. Voilà. Le texte est très bien écrit. Il parle des droits des femmes, des combats féministes. Et en gros, au début, il dit le combat des femmes des années 60-70 est quelque chose de très positif parce qu'il a apporté plein de choses valables pour les femmes. Et puis à la fin du texte, et vraiment, mon étudiant avait vraiment sélectionné une séquence tout à fait complète. Il termine parce que c'est un extrait d'un livre, il termine en disant « En fait, ces droits ont amené les femmes finalement à, entre guillemets, la double peine, donc à une charge double, puisque maintenant elles ont le droit de travailler, mais donc elles travaillent, elles ont le droit d'avoir une vie sociale, mais elles ont par ailleurs les tâches familiales et ainsi de suite. Et donc la vie d'une femme est devenue bien plus compliquée, et en implicite et en sous-entendu, donc en fait ces combats ont été complètement merdiques, mais ça, ce n'est pas dit explicitement. Et donc, je vous passe toutes les questions de savoir, mais est-ce qu'on doit lire? Comment est-ce qu'on va lire? Comment est-ce qu'on amène? Comment est-ce qu'on accueille? Parce que si je commence à censurer, ça n'a aucun sens. Et si je lui rentre dans le chou, ça ne va pas non plus. Enfin, donc il y a une question de confiance et donc de respect à avoir vis-à-vis de la démarche. Et donc finalement, ce qui m'a aidé, ça a été de travailler, d'utiliser 2 concepts qu'on venait à peine d'aborder, qui étaient la notion de thèse, et qu'ils confondaient, et qu'ils confondent encore d'ailleurs en partie maintenant, entre thème, thèse et ainsi de suite, c'était pas clair. Mais c'était la question, tiens, quelle est la thèse qui est au début du texte, quelle est la thèse qui est à la fin du texte? Parce qu'ils n'avaient pas capté, ils aimaient beaucoup ce texte, et les femmes notamment, ou les jeunes femmes qui étaient dans la classe, n'avaient pas capté non plus.
Tout le monde appréciait et il n'avait pas capté le couac qu'il y avait entre le début et la fin. Et c'est donc en utilisant un concept sur un texte que j'aurais jamais osé utiliser par moi-même, parce qu'il était bien trop complexe, parce qu'on jouait sur l'implicite ou autre, qu'en classe, ils n'ont jamais aussi bien manipulé ce concept qu'à ce moment-là. Et donc c'est la question à nouveau de complexe ou pas complexe, simple, est-ce qu'il faut partir du simple et aller progressivement vers du complexe, ou est-ce qu'on peut s'attaquer au complexe en tant que tel? C'est en fait une anecdote très banale que je vous raconte, et peut-être que la précédente l'était aussi, donc ce n'était pas du tout à titre exemplatif que je vous donnais ça, mais je crois que ce qui n'est pas banal, c'est le discours qui est donné, en tout cas le discours que j'ai trouvé là-dedans, dans le livre, où on parle justement de complexité. Donc à un moment donné, donc c'est l'équipe de Gauthier, Bissonnette et Richard qui se définissent par rapport à d'autres acteurs de l'enseignement et d'autres courants. Ils se définissent en se distinguant de l'enseignement stratégique. Enseignement stratégique qui est défini par un certain Tardif. Et ils disent que dans un premier temps, ils sont d'accord avec toute une série de principes, 5 principes de Tardif, et puis ils enchaînent. Curieusement, Tardif ajoute un autre principe, avec lequel ils ne vont pas être d'accord, selon lequel l'apprentissage s'effectue à partir de tâches globales. Plus loin, dans la section de son ouvrage portant sur les conséquences pour l'enseignement, il reprend cette idée de la manière suivante. Dans ce sens, les tâches présentées par l'enseignant sont des tâches complètes et complexes qui dirigent l'élève vers la maîtrise de l'ensemble et non vers celle de sous-ensembles sans signification dans le réel, en dehors de la classe. Donc, visiblement, Tardif défend le fait de soumettre des tâches complètes et complexes parce que ce sont des tâches significatives dans le réel, en dehors de la classe. Et là, l'équipe de Bissonnette enchaîne en disant « Cet ajout, tout de même important, n'est cependant aucunement justifié sur le plan de la psychologie cognitive. Encore en germe dans cet ouvrage, cette idée de tâche complexe et complexe colore toutefois la vision qui deviendra clairement la sienne, etc., etc., etc. Et puis ça voilà. Et il balaye l'argument comme ça, pouf. Ce n'est pas validé par la psychologie cognitive. Le fait qu'on travaille sur des tâches en rapport avec le réel, le fait que ce soit des tâches significatives pour les étudiants, visiblement, dans la suite, on n'en parle pas du tout. Donc, dans le rapport au savoir qui percole là-dedans, Jacques parlait de rapport au savoir, il y a quand même, et dans pas mal d'endroits du livre, des arguments d'autorité qui tombent comme ça, comme des couperets, et qui sont quand même stupéfiants. Or, moi, dans ma carrière d'enseignant, et notamment dans ma carrière d'enseignant avec des jeunes de milieux populaires, ils ont été demandeurs pour s'attaquer à des questions complexes, et c'est ça qui leur a permis de s'accrocher et de se mettre à lire et de se mettre à écrire. Ce que je n'avais pas réussi à faire avec mon ancienne méthodologie, avec des petits textes, et puis on y va progressivement. Je ne suis pas en train d'essayer de démontrer quoi que ce soit, je parle simplement de mon témoignage. Voilà. Donc, d'autres questions à la clé. S'il faut toujours partir du simple et n'avancer que progressivement vers le complexe, qu'est-ce qu'on doit dire à nos élèves qui, eux, sont demandeurs, justement, qu'ils doivent se coltiner le monde dont vient de parler Jacques, et que, du coup, ils ne veulent pas attendre 10 ans avant de pouvoir comprendre le monde dans lequel ils se trouvent? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à ça? Quel rapport au savoir est-ce qu'on induit? En disant, attends, un jour tu sauras utiliser ton savoir. Est-ce qu'on induit du savoir pour savoir? Et puis après, tu agiras plus tard et tu pourras l'utiliser par la suite. Comme l'a dit Jacques aussi encore, à nouveau, quel rapport aux politiques et quel rapport au monde on est en train d'induire? Et enfin, quel rapport à l'autre est-ce qu'on induit lorsque la question du désir de l'autre n'est pas parlante, parce que justement n'est pas pertinent et n'a pas été validé, et serait moins performante d'après les statistiques et les moyennes qui apparaissent. Voilà, ce sont de vraies questions. Alors je ne sais pas s'il me reste 3-4 minutes, parce que je n'ai pas 3-4 minutes, parce que je voulais vous lire une histoire, mais donc je vais devoir rester ex aequo avec mon collègue de mathématiques. Voilà. Okay.
merci à nos 3 intervenants. Et Miguel, tu gardes pour la suite de la soirée la possibilité de rajouter quelque chose.